Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live. N'hésitez pas à me faire des petits retours si vous m'entendez bien, si ça se passe bien. Voilà, je suis ravi de vous accueillir pour parler de ce sujet, de comment, tout ce qui est design thinking, co-design, design sprint, qu'on raconte, partage, échange sur, comment on fait dans la vraie vie. Voilà, on va laisser,
le temps à tout le monde aussi de se connecter. Je vais alors hop, pour information aussi, j'ai un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'envoyez des retours, donc hésitez pas, enfin, soyez pas surpris parfois, je sais pas exactement, la durée de ce décalage-là, mais ça peut arriver. On va laisser, à tout le monde le temps d'arriver. Je vérifie la technique en même temps. Ce que je vais vous proposer peut-être, le temps que tout le monde soit là, c'est peut-être, en commentaire de venir nous dire, quel est votre niveau de connaissance du design thinking, co-design, approche centrée utilisateur, design sprint? Est-ce que vous avez déjà fait plein d'ateliers, de formations, de choses sur ce sujet où vous découvrez? Dans les 2 cas, c'est bien, hein. De toute façon, on va resituer un peu ça, avant de démarrer et peut-être aussi, sur tout ce qui est méthodo d'intelligence collective, de design, peut-être si vous avez un souvenir, où la pratique s'est, retrouvée être très différente de la théorie. Je vous laisse un peu partager ça, le temps que tout le monde se connecte. Hem je vais laisser ça pour l'instant. Peut-être pour vous dire, en attendant aussi un peu le plan de la présentation, je vais faire quelques petits rappels, mais c'est plus pour, vous donner d'où je parle sur ces sujets-là et un peu ce que moi j'entends par, co-design et cetera. Et après l'idée, c'est vraiment de passer en revue pas mal de cas, de choses qui sont pas passées comme prévu avant, pendant. Après on verra, je crois que j'en ai pas prévu, mais on pourra en parler. Voilà, l'idée, c'est aussi de vous dire, comment on s'adapte pas, qu'est-ce qu'on peut faire, quand on est praticien finalement cette intelligence collective et de ce design, fait en groupe dans des situations réelles. Voilà, donc je vais regarder un petit peu, s'il y a des choses qui sont déjà arrivées, où vous en êtes. Hop, non, pas encore. Alors, je vais peut-être laisser les choses arriver doucement. Voilà, des gens, plutôt en reconversion vers l'UX, des cas très différents des promesses initiales, ça, on pourrait en parler. Des ateliers de formation sur ces sujets avec, plus ou moins efficaces dans la formation mise en œuvre par la suite. Ouais, OK, et je vais laisser ça arriver, je dirai un petit peu après. Je vais continuer à avancer sur une présentation courte de ma part. Du coup, Michael Burov, moi, je travaille, globalement, sur pas mal de casquettes différentes, mais souvent dans la conception, d'outils de sensibilisation, participation. Donc je vais utiliser, des outils, je suis pas designer de formation, mais j'utilise beaucoup, des approches, basées sur le design et je fais aussi beaucoup d'intelligence collective. J'aime bien impliquer, les gens dans ça. Je travaille avec 2 collectifs, alors actuellement majoritairement avec le Bureau des possibles, qui a une spécialité en intelligence collective, design interactif et futur émergent. Mais l'idée, c'est souvent de faire avec et de faire ensemble avec des collectifs dans des milieux assez variés. Et j'ai pas mal aussi travaillé sur des sujets de gamification avec feedback. Je ne vais pas parler trop de gamification aujourd'hui, mais en fait, on va l'utiliser dans les exemples, par contre, parce que j'ai souvent travaillé en co-construction d'une stratégie de gamification avec des clients. Et c'est aussi de là où je tire pas mal ma pratique réelle de tout ça. Sur mes terrains de jeu aussi, je vous en ai mis quelques-uns, pas du tout une liste, exhaustive, mais c'est surtout pour vous dire que ces méthodes-là et ces choses-là, moi, je vais les appliquer aussi bien avec des structures, institutionnelles qu'avec des acteurs plutôt start-up ou privés ou assos. Je trouve que dans tous les cas, c'est souvent intéressant de se mettre autour de la table, de travailler ensemble. Voilà, mais du coup, j'ai vraiment des champs d'intervention assez variés. Ça permet aussi d'avoir des champs de des champs de surprises assez variés aussi selon les contextes et peut-être aussi sur ma pratique pour vous rapidement sur ce que je vais évoquer dans le co-design, le design thinking et cetera. Moi, parfois, je vais avoir des fois où je fais des petits ateliers de collaboration puis de la conception. Des fois où c'est plutôt, une journée, mais on va être plutôt une équipe créative, un studio, de la technique et on va faire participer au design, mais on va pas être forcément sur tout co-concevoir, avec les parties prenantes et des formats vraiment plus costauds, souvent sur 2 jours, 3 jours. Alors avec, parfois des très petits groupes, sur des formats proches du design sprint, comme les sprints gamification. Parfois des formats assez massifs, je pense à Muséomix ou à Edumix ou à des choses comme ça, où on va embarquer, 6 équipes, pas mal de participants pour concevoir, avec nous. Mais voilà, ma pratique, elle est aussi un peu sur ces différents
niveau entre, le petit atelier de 2 heures à, le gros événement de 3 jours. Je trouve que, par contre, les écueils qu'on va trouver, vont illustrer pas mal de choses. Hem, voilà un petit peu et sur des inspirations, je vous en ai mis quelques-unes, mais j'ai pas mal appris en autodidacte sur des bouquins, j'ai pas mal été pratiqué dans des communautés comme Muséomix avec différents partenaires clients aussi. Il y a pas mal de gens qui sont ici aussi avec qui j'ai eu des discussions pas mal sur ces sujets. Toujours faire cet aller-retour entre pratique et théorie. Et je me suis aussi pas mal intéressé il y a quelques années au design sprint. Et donc là, je vous ai mis les 2 livres que je trouve de référence sur le sujet, un des initiales et un de ceux qui justement est très en pratique. Et je me suis formé avec Adyen Smart aussi à la facilitation de design sprint. Donc là, tout ça global, ça vous dit un peu aussi d'où je viens sur ces pratiques-là. Je sais qu'il y a pas mal d'écoles, de pratiques, de choses un peu différentes. Donc voilà, ça vous permet de situer un peu. Je pense que par contre, vous reconnaîtrez sans doute sur des choses que je vais évoquer ensuite. Voilà, les quelques mots, je vais vous donner quelques mots sur design thinking, design sprint. On va peut-être aller assez vite, on verra. N'hésitez pas à reposer des questions, mais je me dis l'intérêt c'est aussi d'aller sur la pratique, des exemples dans la vraie vie, ce que j'appelle justement qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et des principes généraux pour s'adapter au mieux. Ça sera un peu la conclusion, je pense. Sur mon process de co-design, alors de façon très générale, je ne vous refais pas un cours détaillé de design thinking, co-design, mais on est souvent sur des alternances de divergence, convergence pour aller définir vraiment le problème. Souvent, il y a vraiment une phase d'exploration, d'entretien, d'aller chercher. On va converger vers un problème et ensuite on va réouvrir les idées, on va aller chercher et on va aussi, mon approche, elle est très fortement basée sur le prototypage. Effectivement, on parle d'approche centrée utilisateur. On est toujours, alors utilisateur, public, ça dépend de vos contextes, mais on va vraiment aller chercher la personne qui va utiliser ce que je suis en train de concevoir, d'améliorer. On est toujours sur prototyper et tester. L'idée, c'est que ces démarches-là, c'est pas concevoir 6 mois en chambre et puis aller ensuite voir. C'est aller se confronter rapidement au terrain avec quelque chose d'assez imparfait, mais qu'on a monté le plus vite possible pour donner finalement une visibilité à l'utilisateur, l'utilisatrice là-dessus. Et donc ça, c'est important pour moi. Et on est quasiment toujours aussi sur des démarches qui relèvent de l'intelligence collective. Donc on va mettre un certain nombre de personnes, alors parfois un peu massivement, parfois des plus petits groupes, mais stratégiques. Mais voilà quelques bases de mon process de co-design, ça dépend un peu des endroits. Voilà, je vous ai mis un petit diagramme qui est issu, réillustré à ma main, mais de Gamestorming, mais qui représente bien divergence, émergence, convergence. C'est un peu, on va alterner ces phases-là aussi dans le process. Voilà, pareil, je passe rapidement. Sur le design sprint, donc c'est une méthode qui a été popularisée par Google. Là, pareil, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. L'idée, c'est que ça reprend pas mal nos étapes que je vous évoquais avant. Là, l'idée, théoriquement, c'est plutôt en 4-5 jours, ça dépend un peu où on regarde, d'aller construire avec une petite équipe rapidement un prototype, souvent d'une solution numérique, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses, qu'on peut aller tester avec des utilisateurs pour aller justement avoir plein de réponses là-dessus. Donc, ça coïncide pas mal à ce que je vous disais au-dessus. J'en parle aussi parce que je trouve que c'est quand même un peu, ça permet un peu de situer aussi des choses un peu différentes aussi. Et donc, avec Feedback, on travaille beaucoup sur des sujets de gamification. Donc là, pareil, version rapide, utiliser des mécaniques ludiques pour aller soutenir la motivation sur des choses numériques, physiques, peu importe. On a pratiqué pas mal et j'ai pas mal de choses que je vais raconter qui sont aussi issues du terrain sur ces sprints de 2 jours. On va être en binôme souvent, on va avoir une équipe multi-compétences, multi-métiers et on va avoir des exercices très guidés qui vont justement, je vous rappelle le diamant et tout ça, venir emmener les équipes pour aller jusqu'à souvent ce que j'appelle un storyboard, qui est du coup vraiment expliquer ce que va être l'expérience utilisateur, ce que va être la chose qu'on est en train de modifier, ou des petites maquettes. Voilà. Et l'idée aussi, c'est d'avoir des moments de confrontation aux utilisateurs et public. En 2 jours, parfois, c'est plus un petit peu après ou pendant avec un coup de fil rapide. Mais voilà. Voilà, on se base aussi très clairement sur les approches centrées utilisateurs de façon générale.
Donc je reviens pas là-dessus. J'en profite pour dire que si jamais il y en a qui veulent récupérer les slides ou la présentation, le replay, tout sera disponible après, le webinaire, donc il y a pas de souci là-dessus. Peut-être juste avant de passer sur les écueils, peut-être les avantages que moi je vois principaux dans la méthode de co-design, dans ces méthodos-là. Créativité et pertinence, je trouve qu'à plusieurs, on va pouvoir les creuser, chercher plus loin. Voilà, il y a vraiment aussi sur le process de design, on gagne pas mal de choses. L'appropriation, en fait, le fait de le faire ensemble, quand c'est l'équipe qui va ensuite porter le projet, on gagne vraiment aussi beaucoup sur en fait, ce qui va se passer après nos petits ateliers. Je crois que c'est Thierry qui parlait des ateliers, mais avec la mise en œuvre par la suite qui peut être compliquée, justement sur des sprints ou des choses comme ça, et où parfois on peut avoir un très bon design conçu et aucune capacité ensuite à le déployer dans l'organisation. Le gain de l'avoir fait ensemble est réel, je trouve, sur le déploiement ensuite. Et l'apprentissage collaboratif, je trouve aussi, le fait de faire ensemble pendant 1 jour, 2 jours, un atelier, c'est aussi l'occasion d'apprendre des méthodes, des façons de faire, des choses qui vont être réutilisées ensuite et plus tard. Voilà un petit peu, hésitez pas s'il y a des questions, là-dessus. Alors je regarde en même temps si on n'a pas de soucis là-dessus, tout va bien. Heu voilà, et là, l'idée, ça va être peut-être de vous dire: «OK, j'ai lu, plein de jolis livres sur le design thinking, j'ai lu plein de choses, voilà, j'ai tout regardé ce qui était écrit dans le livre, mais en fait, concrètement, moi, mon cas client, mon cas dans mon organisation, quand j'essaie d'y aller, ça se passe, pas vraiment du tout comme, on s'était dit». Et pourtant, j'ai peut-être pas forcément, enfin voilà. Comment je fais? Peut-être, premier point, parfois, il faut décider de pas faire. En fait, je vous ai dit les avantages de la méthodo avant, les inconvénients aussi de ces méthodos-là, c'est que ça peut prendre du temps, que ça peut prendre de l'argent du coup, que ça peut nécessiter aussi un peu de temps. Et donc, même si je vais vous expliquer des façons d'adapter, de faire autrement, et cetera, je pense qu'il y a aussi des fois où, par exemple, on voit que, on veut faire du avec les utilisateurs, mais en fait, on a déjà décidé de ce qui va être fait, quels seront les résultats, comment, et en fait, on veut juste faire une OP de com. Là, je pense que ça il y va de notre éthique et de nous de dire aussi, là, en fait, je pense que c'est contre-productif, à la fois éthiquement et même, en vrai, sur le long terme, c'est toujours perdant, souvent de faire semblant de faire du collaboratif. Parfois, il faut dire, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, enfin voilà. J'ai envie de dire, quand même, malgré tout ce qu'on va se dire là, effectivement, parfois, il faut pas faire. On va pas s'arrêter là, hein, je vais quand même vous donner d'autres choses. Parfois, on voit que le projet, il est trop ambitieux. Par exemple, en fait, on dispose que d'une demi-journée et on veut impliquer, toute l'équipe sur, la construction de la stratégie, pour, une plateforme, pour aller faire de la sensibilisation, par exemple. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, mais peut-être qu'on peut réduire le scope de là où on met du collaboratif. Donc d'aller, mettre un périmètre plus réduit. Si je reviens à mon petit schéma, par exemple, je peux dire, est-ce que, on pourrait pas déjà expérimenter, plus la phase d'exploration de divergence avec les équipes et ensuite nous, on va travailler en chambre où les gens vont avancer sur une solution et ensuite on va, effectivement, venir, être sur un process de conception, plus, classique que ça. En fait, l'idée, ça peut être aussi, là, si vous travaillez avec une organisation ou avec un client qui est pas mature, peut-être de se dire: «Qu'est-ce que je peux faire expérimenter comme brique?» Moi, par exemple, une brique que j'aime bien, alors c'est pas toujours la plus évidente et le meilleur point d'entrée en termes de facilité, mais c'est finalement de faire confronter, ce qu'on s'est raconté, ce qu'on a imaginé à, des utilisateurs finaux. Et donc, potentiellement, le fait de juste dire, «Tiens, venez, vous allez nous, on va faire, on va réfléchir, on va regarder et cetera, mais vous allez venir avec nous pour assister à un test ou un entretien utilisateur».
Ça peut être des très bonnes façons déjà d'acculturer, de faire comprendre: «Ah oui, bah tiens, je pensais savoir ça et en fait non». Donc voilà, d'aller chercher des petites briques, peut-être aussi de réduire, le scope du projet, peut-être plutôt qu'au lieu, définir toute la stratégie d'engagement, de sensibilisation, bah, peut-être qu'on va dire: «Tiens, sur ce micro atelier, sur cette micro chose, on pourrait» et ça, on pourrait, faire un petit cycle de 3 heures. Voilà, donc il y a souvent des cas effectivement où on peut, dès le début, réduire l'ambition du projet. J'en profite pour dire que ça peut aussi arriver en cours de route qu'on se rende compte que quand on explore, en fait, je vous ai mis un peu l'image du sac de nœuds, sur l'illustration du webinaire. En fait, on peut se rendre compte que les nœuds sont beaucoup plus importants que prévu. Et pour gérer ça, une option, ça peut être, en cours de route aussi de renégocier, le périmètre, soit avec l'équipe avec qui vous le faites, soit avec le commanditaire si c'est un projet qui est un peu plus long en termes de durée. Donc ça effectivement, il y a déjà une taille de scope, à laquelle on s'adresse. Heu, Souvent aussi, j'ai des cas où on veut dans la théorie, on veut impliquer à fond, quand même les utilisateurs finaux. Idéalement, par exemple, quand je conçois, je prends l'exemple de Muséumix, souvent ça nous arrive de concevoir des choses qu'on a envie de mettre, dans les musées à la fin comme installation. On n'a pas forcément accès immédiatement à finalement les visiteurs. On n'aura accès, qu'au bout du prototypage. C'est un événement qui dure 3 jours. On a souvent accès à une visite, les visiteurs passent le troisième jour. Ben, on va pouvoir réfléchir à comment faire. Pareil, il y a plein de fois, dans le travail avec les organisations, où on a accès à une équipe projet qui peut être là pendant les 2 jours de sprint, mais on ne peut pas impliquer, les utilisateurs sur 2 jours de sprint. Quand on peut, c'est mieux. Heu et ben, déjà, une des meilleures choses à faire, je pense, c'est de faire des entretiens utilisateurs. Alors d'aller, du coup, faire de l'entretien semi-dirigé, enfin, pour ceux et celles qui connaissent les process, du X recherche, du X design, ou d'entretien, semi directif, on va pouvoir faire ça. Alors, j'en profite pour dire, entre autres, on peut faire ça nous-mêmes, on peut aussi accompagner la structure à en faire. Après, avec toute la limite que, entre quelqu'un qui est formé à faire des entretiens ou non, entre quelqu'un qui est neutre ou non, il y a quand même un vrai gain à finalement faire travailler quelqu'un qui a une compétence sur ce sujet-là et peut-être un recul. On peut faire passer des questionnaires. Là, pareil, un questionnaire ne remplace pas un entretien, mais voilà, dans la vraie vie, parfois, on a aussi besoin d'avoir des solutions un peu alternatives. On peut inviter nos utilisateurs finaux à des temps de restitution. Par exemple, je vais vous prendre un sprint qu'on a fait avec Entropia, qui est un incubateur de l'ESSEC sur l'évaluation d'impact. On a créé un espèce de tableau de bord gamifié pour les entrepreneurs, pour leur évaluation d'impact tout au long de l'année. Et ben, on a pu les interroger au début du deuxième jour. On a un entrepreneur qui est passé, à qui on a pu montrer ce qu'on était en train de faire, avec qui on a pu discuter aussi de ses attentes en termes d'engagement gamification. Donc ça a pu être une façon de faire. On peut aussi les inviter à un moment de restitution finale. C'est quand même des moyens d'impliquer les utilisateurs finaux. Euh, on peut appeler des utilisateurs aussi, avoir des entretiens un peu plus simples aussi, mais quand même avoir ça. On peut impliquer des personnes qui sont très proches du public cible aussi. Moi, ça m'arrive souvent que dans le sprint, on n'est pas le public cible exactement, mais on a des gens qui sont au quotidien avec le public cible. Et alors même si ça ne remplace pas le public cible, et ça sera une deuxième étape d'aller tester ce qu'on est en train de faire auprès du public cible, ça permet quand même d'avoir des gens qui disent: «Ah ça passe, je le vis au quotidien, ça a priori, ça passera pas du tout auprès de ce public-là». Donc ça aussi, c'est des bonnes choses. Nous, au côté bureau des possibles, par exemple, quand on a réfléchi à comment, notre idéal, c'est de faire avec les publics. Notre moyen, c'est faire ensemble, déjà de faire avec ceux qui sont au contact de ces publics, voilà. Et ce qu'on veut éviter, c'est de juste faire pour, dans le sens où on fait pour et on balance juste ce qu'on a fait. Ça peut arriver aussi qu'on le fasse, mais dans ce cas-là, on teste, on regarde et on adapte. Donc ça peut prendre du temps. Mais voilà, en tout cas, c'est pas mal de façons d'aller au mieux. L'idée, de toute façon, et ça va être un peu le cas sur pas mal de choses que je vais vous raconter, c'est de se dire sur la méthode initiale, le but est d'être le plus proche, d'avoir des retours le plus directs et de réduire les boucles qu'on a d'échanges et de montrer ce qu'on a fait avec nos utilisateurs et utilisatrices. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour le faire au mieux et pour être le plus proche de l'esprit, c'est mieux.
Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres idées pour être proche des utilisateurs, pour faire ça. Ça marche bien, voilà. Ensuite, une autre chose qui nous est arrivée plusieurs fois, alors c'est souvent, entre le jour 1 et le jour 2, sur des sprints de 2 jours, quelqu'un panique au milieu du process. Quelqu'un se dit: «Mince, nos idées, elles vont pas dans le bon sens. Mince, c'est trop on a ouvert tous les fils et je ne sais plus où on va. Mince, je suis pas sûr qu'on est sur la bonne voie du tout». En fait, déjà, j'ai envie de dire, pour l'avoir vécu beaucoup de fois ce process-là, il y a un endroit, alors quand c'est 3 jours, c'est souvent aussi vers là, c'est vers un jour, en fait, souvent une journée, ça suffit à dépiler tous les fils, à tirer tout ça et en fait, bah, souvent on est un peu dans ce moment de flou et moi personnellement, je suis même convaincu que si on n'a pas ce moment de flou et on se sent un peu perdu, c'est peut-être qu'on n'a pas assez démêlé notre problème. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bah, une fois qu'on dit ça, notre rôle, il est plutôt de venir de venir rassurer là-dessus, de venir, de venir, effectivement, accompagner, nos utilisateurs, pour faire ça. Entre autres les commanditaires souvent, mais aussi, les gens qui sont dans le process et de leur dire: «On a déjà vécu le process, on a déjà c'est normal d'en être là à ce moment-là. Si vous vous sentez pas complètement, à l'aise avec tout, rassurez-vous, on a un moment où on va réexplorer, réouvrir tout ça». Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de leur dire aussi que c'est à peu près, normal de peut-être aussi prendre du temps en individuel, en collectif pour parler de ce sentiment qu'on a. En fait, j'aime bien une métaphore, alors qui marche aussi sur l'accompagnement en tant qu'indépendant, qu'indépendant aussi du dentiste, sur le fait de quand on aide à faire, finalement quelque chose d'assez technique, c'est qu'une grosse partie de notre rôle aussi, c'est de rassurer, d'embarquer, et pas tellement de raconter, la technique et le process, mais de finalement être là aussi pour, tout le monde et chacun, là-dessus. Métaphore empruntée à Rémi Rivas, voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a vraiment ce rôle-là. Moi, je vous incite aussi à prévoir des temps, soit avec vos participants, un peu de soupape où on peut discuter, avec votre commanditaire. Moi, souvent, en fin de journée 1 maintenant, on insère un petit temps sans les participants, pour discuter de où on en est, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est rassuré? Parce qu'effectivement, bah, ça arrive fréquemment et ça, je trouve que, ben, quand on lit le petit process de design thinking, la théorie, les trucs, nous, on nous explique des ateliers où tout se passe bien et où tout le monde a confiance, alors qu'en vrai, on est souvent en train de faire quelque chose d'assez différent par rapport à ce que les gens ont l'habitude. Hop. Euh, Autre chose qui peut se passer, qui est assez relié, c'est que le process peut être trop intense pour les participants, en particulier quand on fait les 2 jours, 3 jours. Bah, ça aussi, moi j'ai eu plusieurs cas, où quelqu'un a des besoins spécifiques. Alors ça peut être lié, à des sujets de santé mentale, ça peut être lié, à aussi, on n'est pas tous construits, cognitivement pareil, on n'a pas tous les mêmes facilités, difficultés, là-dessus. Donc c'est se dire aussi comment je crée, bah, des espaces pour qu'on puisse me dire, bah, j'ai besoin de m'isoler, ça va un peu vite. Là-dessus, ça se joue aussi pas mal sur, comment vous avez prévu vos journées, laisser du temps, laisser peut-être, quand c'est des marathons créatifs avec beaucoup de monde dans un espace, peut-être laisser des espaces calmes, laisser la possibilité d'aller s'isoler. Peut-être aussi, ça c'est, pour le coup Angélique, Robert avec qui je travaille beaucoup sur le bureau des possibles, qui m'a raconté aussi cet exemple-là que je trouve, plutôt intéressant aussi sur des temps de travail collectif assez intenses. Ben, on peut avoir des gens aussi qui ont du mal à faire du collectif aussi souvent. Donc déjà, de prévoir des exercices plus individuels et de l'alternance, c'est bien. Mais parfois aussi dire, bah, en fait, tiens, tel participant, il a besoin de travailler moins en collectif maintenant. Bah, peut-être qu'on peut adapter le process pour que cette personne puisse aller travailler sur un Canva, sur un outil, sur quelque chose et revenir plus tard aussi et se réinsérer dans le groupe. Donc là, je mets des warnings aussi, là-dessus. Il faut faire attention que les process de co-design, c'est quand même des choses,
où on va sur de l'incertitude assez forte, où on le fait en collectif avec des groupes, pour celles et ceux qui sont là et qui pratiquent, la facilitation de façon régulière ou l'animation d'ateliers. Vous le savez qu'en plus, selon les groupes, on peut avoir, des choses, assez rock'n'roll en termes de participants. Donc voilà, prévoir, comment on fait et savoir aussi, effectivement, anticiper comment on se laisse de la marge de manœuvre là-dessus pour, rassurer des participants, pour, ralentir. Voilà et je pense que moi j c'était une illustration que j'avais faite aussi pour dire qu'on perd plein de choses dans le process si on reste juste sur la vitesse. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi à se dire parfois: «Tant pis, revoyons un peu les ambitions à la baisse», mais je vous rappelle notre objectif d'appropriation. En fait, si on est dans l'objectif d'appropriation, perdre des participants en cours de route, à la fois pour les sujets d'inclusion, c'est pas, ça me va pas. En fait, déjà, a priori, si on embarque le groupe, on est là, si les gens suivent les règles et sont là, on est là pour les inclure au maximum et ensuite, même pour, effectivement que ça soit approprié, porté par la suite, on peut pas se permettre de perdre des participants en cours de route. Un autre classique du coup, alors, quand on prend la théorie, le design sprint et tout, on nous dit: «Ah on va prototyper des maquettes cliquables d'applications, on va faire des trucs, super costauds, ça sera super». OK, mais sauf qu'en pratique, par exemple, on a fait un sprint, sur une appli gamifiée pour soutenir, le déploiement de bonnes pratiques d'innovation au sein du rectorat de Créteil, donc avec un public, fonctionnaire, manager et cetera. Autant vous dire que, en fait, leur spécialité, c'est pas de faire des maquettes interactives sur Figma, de faire des choses graphiques et cetera. Et en fait, c'est quelque chose qui arrive souvent, en fait, le sprint et le design sprint, de manière générale. L'endroit originel, c'est, des équipes de Google, donc forcément, facile, ils ont, du budget, des UX, tout ça. Là, c'est se dire: «On peut faire autrement». Moi, par exemple, là, pour, notre cas de, groupe qui ne savait pas prototyper, finalement, pour faire des écrans d'applications, des choses comme ça et les faire faire eux-mêmes parce qu'on en revient à le gain du prototype, c'est quelles questions on se pose, quand on se dit: «Concrètement, je mets quoi sur mon écran? Qu'est-ce qui se passe?» Là, on leur a fait faire des maquettes, papier, des écrans, regarder, finalement concrètement comment ils allaient faire. Donc ça, c'est une façon de faire. On peut aussi, les accompagner à mettre des équipes techniques, avec, qui vont aider à mais ce que j'aime bien là, c'est qu'on finalement, on les fait aussi, dessiner eux-mêmes, prendre la main, se poser les questions. Le fait d'aller au prototype, ça crée pas mal de discussions. Hem On peut aussi alors ça, c'est un exemple issu d'un retour d'expérience que nous a fait Angélique sur, finalement le prototypage d'un bibliobus. On peut avoir des métiers, là typiquement il y avait de la menuiserie, il y avait des gens qui étaient là, qui ont aidé à prototyper en taille réelle un bibliobus. On peut aider les gens à fabriquer, c'est aussi ce qu'on fait beaucoup sur des démarches comme Muséomix, sur Edumix. On peut aider les gens à fabriquer le prototype. Donc ça, c'est aussi des moyens de faire, mais en fait effectivement, il faut pas se dire, «Non, mais j'ai forcément toutes les compétences dans l'équipe», pour ça. Donc ça, c'est le prévoir, anticiper et peut-être aussi, alors je ne sais plus si je l'ai mis, non, j'avais envie de vous dire aussi parfois, c'est de, finalement d'impliquer les gens sur un bout du process. Par exemple, quand j'ai travaillé avec le ministère de l'écologie, on a eu une demi-journée de pré-design de ce que serait l'outil en posant plein de questions, en explorant ensemble et après on a pris, 1 heure et demie en salle, juste, avec l'équipe créa pour, réfléchir à quelles seraient des pistes de solutions, faire des petits storyboards, vraiment dessinés à la main et cetera, faire des chiffrages, faire de la faisabilité et là, en fait, on s'est dit: là, on ira plus vite nous à le faire et on les a réimpliqués. Comme je vous disais, la même chose, sur, réimpliquer lors d'une restitution où du coup là, c'est plus facile pour eux de réagir quand on a, finalement, initié des choses. C'est pas, ça a pas les mêmes vertus que, quand on fait faire les gens eux-mêmes, mais, par moment, en fait, on peut aussi, quand même respecter, finalement, les, des intérêts de la démarche de design tout en, se permettant d'impliquer les gens qui ont pas le temps, qui savent pas, qui veulent pas prototyper ou qui ont pas le temps aussi dans certains cas. Voilà. Un autre cas pratique, ça vous est peut-être arrivé aussi pour celles et ceux qui font ça, on a les participants sont pas si volontaires que ça. Moi, j'ai eu le cas alors déjà, de manière générale, idéalement, hein, dans un monde idéal, on anticipe, on regarde, on voit qui est
on voit qui va être invité. Voilà, je suis souvent très moteur sur la question de dire, ben, faites un maximum venir des gens volontaires ou qui ont compris pourquoi ils viennent et qui du coup le sont. Là, du coup, moi, ma façon de faire dans ce cas-là, ça va être plutôt de dire aussi, bah, déjà de pas mettre le sujet de côté. Par exemple, moi, j'ai eu un format où on devait créer bah, des outils de partage de pratiques avec des participants sur les questions éducatives. Et en fait, globalement, bah, un des premiers sujets qui est sorti en début d'atelier, c'est en fait, nous, on avait demandé une formation, et finalement, on nous demande de faire du partage de pratiques. Bah, je pense que là, dans ce cas-là, une des bonnes façons de faire, ça va être de déjà utiliser enfin, mettre le sujet au milieu de la table, dire OK, parlons-en, dire aussi, rappeler aussi nous la posture, le pourquoi, le comment et en fait, après c'est aussi dire: «Ben, OK, moi je peux le remonter ça», parce que dans ce cas-là, c'était pas moi qui avais, tout défini en amont. Je peux le remonter. Moi, je vous rappelle mes objectifs, pourquoi je suis là, mon mandat, ce qu'on a prévu de faire ensemble et après moi, je suis assez partisan de dire: «Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça l'est pas?» Et dans ce cas-là, ben, peut-être que même certains d'entre vous vont quitter à ce moment-là et pas le faire avec nous et pour moi, c'est OK dans ce cas-là, si, les gens comprennent pas. Ou, est-ce que, peut-être il faut, qu'on fasse intervenir, ça c'est une autre option. Bah, finalement, si c'est des employés par exemple, est-ce qu'on a besoin, bah, finalement de rappeler, de faire venir le sponsor pour en discuter, là-dessus? Voilà. Mais en tout cas, bah, ça peut arriver. Moi, je suis assez partisan quand même, bah, de soit que les gens comprennent pourquoi ils sont là, soit de les laisser, finalement s'investir au niveau qu'ils veulent parce que, bah, sinon, de toute façon, voire de les laisser plutôt partir parce que ça peut créer des décalages sinon ça peut vraiment créer un biais dans la dynamique de groupe. Autre cas, parfois, moi, j'ai eu des cas où l'exploration, elle peut, mener à rien. On explore, la gamification appliquée à un sujet. C'était pas aussi, net que ça, mais ça peut arriver. Je rappelle aussi, sur la méthode de design sprint, sur des méthodos comme ça, parfois l'idée, c'est d'explorer rapidement si le sujet est pertinent ou pas. Il se peut, qu'en fait, en explorant, on a des choses, on dit: «Peu ça, bof, non, pas adapté». Le mieux, c'est de pas faire. La théorie nous dit plutôt en vrai, hein, bah, ces outils-là, en particulier le design sprint, c'est des outils pour apprendre, savoir ce qu'il faut faire, gagner du temps, éviter de faire, pendant longtemps et puis de se rendre compte de mettre beaucoup de ressources, d'énergie sur la table et de voir que ça va pas. En pratique quand même aussi, souvent, en particulier, je pense en France, mais même, j'ai pas assez d'expérience ailleurs pour le dire, mais je pense, en tout cas, dans l'expérience que j'ai, souvent, on est quand même, quand on passe 2 jours à 2 personnes en facilitation, en design et cetera, il y a quand même un gros sujet qui est que ça coûte de l'argent, ça mobilise des équipes, donc c'est pas forcément facile de se dire: «Ben, en fait, ça va mener à rien». Heu et donc du coup, là, moi, je trouve que le sujet, c'est de se dire comment on arrive à valoriser fortement les apprentissages, ce qu'on évite, ce qu'on va pas faire et pourquoi. En fait, je trouve qu'un des intérêts aussi de cette démarche de co-design, d'interroger tout le monde dans l'équipe et cetera, c'est d'aller se dire aussi: «Maintenant, on sait précisément et en équipe, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne met pas de la gamification, je sais pas, dans une plateforme d'engagement, de négociation, de suivi des augmentations salariales, par exemple, on se dit en fait, bah, ça envoie des contre-messages, on ne sait pas comment ça. Ben voilà, par exemple, et ben au moins, une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, ben on ne l'utilise pas pour ça, ça et ça, et demain les équipes se reposeront plus plein de fois cette question. Ça n'empêche pas dans 2 ans peut-être de ressoulever certaines choses ou de réexplorer, mais en fait, bah, finalement de gagner les pistes qu'on n'explore pas, c'est hyper important, mais c'est important si on le documente, si on voit ce qu'on a appris, si on voit ce que ça nous ouvre. Donc, et je pense que ça veut dire aussi, finalement, dès le moment où on essaie de convaincre de ces méthodos, qu'on soit freelance, en externe ou qu'on soit, finalement en interne, bah, c'est de dire aussi que ces méthodos-là, finalement, sont là pour nous éviter de prendre un chemin trop longtemps, aussi d'apprendre des choses, de travailler collaborativement. Moi, je trouve que c'est très OK là-dessus, mais voilà, ça peut arriver aussi et ça peut être un peu assez déstabilisant.
Souvent, pareil, avec l'expérience, on arrive aussi à baliser, finalement, des sujets qui sont plus à risque que d'autres. En particulier, là, nous, un des sujets, ça a été de travailler sur la gamification d'une plateforme, sur les risques naturels autour d'un bien qu'on achète, et cetera. Et donc, quand on mélange des sujets risques naturels, heu, assurance, et cetera, et de la gamification, on se dit: en fait, il y a des sujets, par exemple, qui se prêtent pas trop à, finalement avoir une sensibilité ludique qui se voit, et on le savait en partie. Donc il y a des choses où, on peut anticiper, on peut dire, «Attention, là, il y a des risques, mais est-ce que c'est OK?» Il y a des cas où on sait qu'on a des fortes chances de retomber sur nos pattes aussi. Mais voilà, moi je trouve que par contre c'est bien que ça puisse arriver parce que ça montre aussi qu'on s'engage, sur des terrains ne sachant pas à l'avance, tout ce qui peut arriver. J'ai un peu fini. Est-ce que vous voyez, des exemples de dérapage aussi, qui pourraient arriver, d'autres, dans des pratiques concrètes, là-dessus? Moi, peut-être pendant ce temps, comme on est toujours un peu en décalé, alors je vais regarder, hop, j'actualise juste pour voir à quel point. Est-ce que vous avez des exemples de choses que vous voyez comme autres dérapages? Alors, je ne sais pas. Je vais, moi, juste vous donner quelques bonnes pratiques pour s'adapter à la vraie vie que je trouve bonnes de manière générale. C'est se préparer à l'enjeu plutôt qu'à l'atelier exact. En tout cas, passer vraiment du temps avec vos commanditaires, avec les gens qui peuvent vous éclairer sur là où on va, sur la préparation de, c'est quoi mes enjeux, comment on va faire. Je trouve que ça, c'est hyper important, et en fait, ça vous donne aussi pas mal de billes sur comment vous adapter en cours de route, d'avoir un peu ce cap, cette, ligne directrice. Présenter la démarche comme aussi un apprentissage, de pas être juste sur, on va vous produire un super prototype fini, et cetera. De se dire, en fait, on vous propose aussi un process qui va embarquer les équipes, qui va permettre de s'approprier, qui va permettre d'apprendre ensemble. On va soigner le casting, savoir qui vous avez autour de la table. Je trouve ça hyper important, à la fois, dans les phases de construction commune, si vous faites un sprint de 2 jours, dans les restitutions, tout ça, savoir qui vient, pourquoi, comment. C'est hyper important. Vous appuyez sur les gens de l'organisation, qui peuvent vous renseigner là-dessus. Travailler en binôme, moi je trouve que c'est un gros facteur de résilience quand on peut, sur des phases de co-design, des choses comme ça, d'être 2. Ça permet d'avoir 2 regards, ça permet de réduire un peu nos angles morts. Alors plus le binôme a un peu aussi des pratiques divers, enfin, on est toujours sur un mélange de être proche sur un certain nombre de choses pour travailler facilement ensemble, parce que c'est assez intense et complexe comme type de choses, et avoir en même temps des angles et des façons de voir un peu différentes pour, justement, pouvoir se compléter. On peut aussi avoir, des gens, souvent avec Alexandre par exemple sur les sprints gamification, souvent lui prenait plus la casquette expertise gamification, et là où moi je me concentrais plus sur le rôle de dynamique de groupe, facilitation, même si, dans les 2 cas, on était en observation sur les 2 autres points aussi, et en action. Donc voilà, travailler en binôme, je trouve que c'est vraiment une bonne façon aussi de pouvoir s'adapter rapidement. Utiliser des méthodes et des outils robustes, là aussi, moi je trouve que moins on a des outils où tout est écrit, où le process est exactement millimétré. C'est pour ça qu'aussi souvent je suis partisan de pas trop, écrire, sur ces formats-là, en tout cas quand c'est en petits groupes et qu'on est plutôt nombreux en termes d'animateurs, de facilitateurs pour animer. C'est d'avoir, par exemple, pas les timings exacts, d'avoir de la capacité à changer, adapter, en parler. Je trouve que c'est important. Pareil sur vos outils. Moi, souvent, j'emmène un peu plus d'outils que j'ai besoin, sur les outils sous forme de cartes et sur les outils comme ça. J'essaie d'avoir des choses qui peuvent servir à plein de choses différentes. Pareil, d'avoir du temps dans vos déroulés. Mais voilà, d'être, pas juste sur, j'ai construit le déroulé le plus efficace pour, enchaîner le maximum d'exercices. Ça, c'est à proscrire. Sachant que là, en plus, sur toutes ces démarches, je trouve que les temps intermédiaires, les temps de discussion, les temps de repas, par exemple, le repas pour moi, c'est 1h15 minimum, 1h30, parfois, parce que ça va permettre, après tout dépend des contraintes, globales, mais effectivement, ça permet de se laisser de la marge,
et rester capable de dire non. Je conclus un peu avec ce que je vous disais en début. Je pense qu'il y a des cas aussi, surtout ce qu'on a vu, où il faut dire: «Bah, là, en fait, ça dérive trop, je ne sais pas, je peux pas vous accompagner sur une démarche de co-design là-dessus». Peut-être parfois dire au groupe aussi: «Bah, là, en fait, OK, mais moi je pense que ça serait vraiment important qu'on appelle des utilisateurs, qu'on leur parle de ce qu'on est en train de concevoir». Enfin voilà, je pense que c'est aussi ce qu'on vient apporter quand on travaille sur ces sujets-là, et donc je pense que par moment, on est aussi, obligé de dire: «Bah, en fait, non, je peux pas morceler ça, je peux pas faire ça». Voilà un petit peu, sur les bonnes pratiques. Heu, voilà, je sais pas s'il y a des commentaires, remarques et cetera. Moi, j'arrive au bout de ma présentation. J'ai essayé de construire ça aussi avec un maximum, d'exemples ou de choses qui se sont passées, réellement. Hem, voilà, après, assez, preneur de vos retours, peut-être de vos recommandations. Je reviens aussi peut-être moi sur les références. Effectivement, le design sprint en pratique, vous avez aussi une conf du laptop avec Rémi Rivas sur le design sprint, qui parle pas mal de comment lui, il le réadapte à ces sujets, que je trouve assez intéressante. Je vous invite aussi pas mal à aller échanger avec d'autres personnes qui pratiquent régulièrement dans les communautés. Alors je pense à l'IAF, en francophone. On a aussi Faciliton dans certaines villes, qui permet ça. Vous avez vos contacts un peu locaux, et après n'hésitez pas à demander aussi si vous cherchez des ressources, si vous cherchez des choses là-dessus, avec plaisir pour en discuter ou donner des ressources. Donc voilà un petit peu. Hem, OK, OK. Ben, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est de plutôt, continuer la discussion en commentaire, vu que je ne sais pas le temps de décalage exact. En tout cas, je vous remercie, pour votre attention. Je serais très preneur des questions, remarques, aussi, sur le format aussi d'ailleurs. Je teste un peu, ces formats de LinkedIn Live pour voir, comment on peut partager, échanger ensemble. Voilà, et bah, j'enverrai aussi, replay, slide à qui veut, et bah, avec plaisir de se recroiser et d'échanger ensemble. Bonne journée à toutes et à tous.